Donc, je remercie d'abord nos partenaires experts qui ont bien voulu prendre du temps pour venir nous parler de prévention. Donc, j'ai Cyberway, on présentera les personnes après. J'ai Yes We Yak et j'ai l'AFNIC. Donc, on va présenter les trois organisations et les personnes qui les représentent ici. Donc, j'ai la joie et le plaisir d'accueillir Franck Chemin, directeur général de Cyberway, qui est accompagné de monsieur, je ne sais plus, pardon. Laurent Chaunez. Merci Laurent d'être là aussi. J'ai Clément Michel de Yes We Yak qui est là. Et j'ai Michael Vrigneux et Lofty, je vais mal prononcer. Lotfi, pardon. Beniel de l'AFNIC. Donc je vais me permettre de passer la parole à chacun d'entre eux et qui vont expliquer de manière assez courte, je leur donne entre 5 et 8 minutes disons, pour dire ce que leur organisation apporte dans la prévention du risque cyber et comment en sortant de cette salle vous pouvez avoir une action et ou une question à poser à vos équipes qui, de manière concrète, va vous faire beaucoup progresser. Alors, j'ai envie de tendre le micro et je crois que c'est ce que j'avais dit, mais si je ne respecte pas ce que j'avais dit dans la préparation, vous me pardonnerez. Je voudrais d'abord parler, donc donner la parole à l'AFNIC, parce que au commencement était le nom de domaine. Donc voilà, et on va commencer par la création, si ce n'est de l'entreprise, la création du site internet. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dès le départ, dès qu'on commence à mettre un pied dans l'internet? Déposer un nom de domaine. Donc en fait, ça peut paraître énorme. Mais aujourd'hui, il y a encore 3 semaines, je me suis retrouvé en face d'une start-up qui avait validé son modèle business. Alors, je ne sais pas si ça marche. Non, je crois que ça ne sert à rien. Si, ça marche. Hein. Ça marche ? Oui, si, ça marche très bien. Donc, je me suis retrouvé en face d'une start-up qui avait validé son modèle business et qui venait de se rendre compte le matin même. Donc, elle faisait du chiffre, en fait. Elle avait travaillé pendant 2 ans, elle faisait du chiffre, et le matin même, s'est rendu compte qu'elle avait oublié depuis plusieurs semaines de renouveler son nom de domaine et que le nom de domaine ne marchait plus. Donc, le nom de domaine, c'est la base. C'est vraiment la base. C'est-à-dire, une fois que vous arrivez, vous avez créé votre entreprise. Aujourd'hui, de plus en plus d'entrepreneurs, surtout dans le domaine du web, qui pensent leur circuit de distribution par le web, qui pensent leur présence en ligne, qui pensent leur communication, ils doivent démarrer par un nom de domaine. Et surtout, ils se posent à peu près tout en termes de nom de domaine, puisque finalement leur nom de domaine, c'est leur identité, c'est leur marque. Qu'ils fassent du personal branding, qu'ils mettent en avant leur activité personnelle d'avocat, de sophrologue, de médecin, ils vont déposer un nom de domaine avec leur nom. Donc c'est leur personal branding et leur marque, leur nom de domaine, ça va être leur nom de domaine. Et après, ils peuvent aller plus loin. Et la start-up en question avait créé une marque. Elle s'était donné du mal. Et elle avait déposé cette marque. Donc, elle s'attendait à ce que la partie nom de domaine, elle en découle. Or, ce n'est pas le cas. Le nom de domaine, c'est un actif. Et c'est à protéger, en fait. Donc, l'AFNIC est né en 97 au sein d'un organisme d'informatique public qui s'appelait l'INRIA. Et nous sommes autonomisés avec le temps. Nous sommes devenus une association, nous avons plusieurs parties prenantes, le ministère de l'économie, bien sûr, nous avons bien sûr des acteurs économiques et en particulier notre réseau de distribution, les bureaux d'enregistrement, qui sont finalement dans notre conseil d'administration, donc on est public, ouvert. Voilà, nous avons la société civile qui est représentée également dans notre conseil d'administration. Et aujourd'hui, nous, à l'AFNIC, on dit les AFNIciens, on gère cette base de registres où sont stockés tous les noms de domaines en .fr, leur durée de validité, toutes les opérations, ces bureaux d'enregistrement qu'il y a, ces acteurs importants, on en reparlera tout à l'heure, et ils enregistrent des noms de domaines au sein de la base de registre de l'AFNIC. Et on gère aussi une technologie fondamentale dont vous avez sûrement entendu parler le jour où vous avez un problème et que vous avez une page web qui s'affiche qui vous dit DNS erreur. DNS erreur, c'est souvent, beaucoup de gens ne voient pas ce que c'est, mais c'est finalement la technologie qui fait vivre le web. Et c'est la technologie fondamentale qui fait vivre les noms de domaine. Donc sans cette technologie-là, il n'y aurait pas eu le web, il n'y aurait pas eu la messagerie.
Il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé après. Et donc ce DNS, aujourd'hui, c'est une compétence fondamentale sur lequel, et qui est notre cœur de compétence à la FNIC. On a aussi un corps de compétences juridiques, donc on a un pied juridique, un pied technique autour du DNS. Et avec le temps, on s'est dit, ces connaissances qu'on a, faut peut-être qu'on les oriente. On voyait les sujets de la sécurité qui arrivaient, on voyait les sujets de la présence en ligne, les sujets commerciaux finalement, ce nom de domaine, une fois que je l'ai, qu'est-ce que j'en fais? Comment je communique proprement avec mes clients? Comment je crée une page web et comment j'articule ça, y compris avec des réseaux sociaux qui sont à l'opposé de nous en fait, finalement, en termes de présence en ligne. Eh bien, on s'est mis en tête avec la FNIC depuis plusieurs années de développer des programmes. Alors, on a aujourd'hui toute une série de programmes, réussir en .fr. Tous en ligne maintenant, qui est un programme de coaching d'entrepreneurs. Et on a de plus en plus aussi de vidéos, de contenu autour de la sécurisation de l'infrastructure de nom de domaine. Et maintenant, on a une activité de formation, on a un organisme de formation, Calliope, avec des formations autour de ces questions-là, de la sécurité et du juridique, qui sont nos deux cœurs de métier. Et on forme de plus en plus de grands comptes, de plus en plus de bureaux d'enregistrement, d'opérateurs économiques autour de la sécurisation de cet actif qui est le nom de domaine. Je finirai avec une petite parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, à la FNIC, on ne gère pas que le .fr. On gère aussi le .paris, le .bzh, et on gère beaucoup d'extensions, donc on en a une vingtaine. Et très bientôt, la prochaine extension à nous rejoindre, c'est le .ga, le Gabon, qui sera opéré avec les infrastructures de la FNIC à partir de milieu d'année. Voilà, le Sénégal nous a rejoints il y a quelques années. Donc voilà, on est un opérateur qui va plus loin que la France. On est aussi présent avec nos partenaires en Afrique. Alors j'ai juste une petite question effectivement, peut-être à Michael, mais moi quand j'ai voulu que vous interveniez, et d'ailleurs je vous remercie parce que vous êtes intervenu dans un webinaire qui est peut-être revu sur le site de l'Académie du MEDEF, on m'a dit mais attends, c'est très intéressant, mais ça a quoi à voir avec ton thème, la cybersécurité, de faire venir la FNIC? Alors Michael, quand on a préparé, vous nous avez cité une ou deux anecdotes. Avant de passer la parole à Franck Chemin, allez, pour le plaisir, une ou deux anecdotes. Très vite, une ou deux anecdotes. Alors, c'est Michael Vigreux, donc je travaille aussi à la FNIC. Je suis un des experts de l'émission télé Connecte ta boîte, qui est diffusée sur BFM TV, RMC Story, RMC Découverte. Et des deux anecdotes. La première, c'est enregistrer vos noms de domaine. Ok, c'est bien. Mais derrière, ne les abandonnez pas avec une laisse au bord de la route. J'explique. Quand je suis arrivé à la FNIC il y a quelques temps, il y a quelques années maintenant, j'ai eu le cas d'une jardinerie dans une ville de province. Je ne donnerai aucun nom. En fait, il y avait deux jardineries dans cette ville. Elles étaient concurrentes. Et alors elles avaient chacune un site web. Et l'une des deux a malencontreusement oublié, c'est ballot, hein, a oublié de renouveler son nom de domaine. Pour X raisons, on pourra revenir dessus. Ce qui s'est passé, c'est que le concurrent a enregistré le nom de domaine. Il ne faut pas le faire, c'est pas bien, etc. Mais il l'a fait et il a détourné le trafic vers son site web. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, un site qui a notoriété nationale a été abandonné, le nom de domaine a été abandonné. Je ne donnerai pas de nom non plus. La conséquence, c'est que aujourd'hui, ce n'est plus un site qui est en lien avec cette association. C'était un mouvement national très connu. Aujourd'hui, c'est un site de rencontre. Donc, si vous arrêtez une marque, si vous arrêtez un produit, plutôt que d'abandonner ce nom parce que ça vous coûte 10 € l'année en renouvellement, vous le gardez et vous faites une redirection vers un de vos sites majeurs et vous continuez à bénéficier de ce jus SEO. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais toute la notoriété que vous avez et toute l'antériorité que vous avez sur votre nom de domaine, c'est un critère d'évaluation pour Google. Et ceux qui viennent récupérer les noms de domaine expirés, en fait, ils ne viennent juste que presser le jus que vous avez dans votre nom de domaine et vont le rediriger.
Voilà, c'était 2 anecdotes. Moi, je pense qu'effectivement, la pédagogie par les événements qui sont arrivés à d'autres et qu'on n'aimerait pas qu'ils nous arrivent à nous, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, merci pour ces 2 anecdotes. Et on reparlera. Donc, quand vous sortez de cette salle, la première question à poser peut-être à votre équipe, qui a déposé le nom de domaine, où est-ce qu'il en est Voilà, on reviendra sur les 2-3 questions à poser en sortant. Franck, donc je vous passe la parole. Alors, Franck, merci aussi d'avoir fait le chemin. Pardon, c'est pas un jeu de mots fait exprès. Mais vous êtes venu du sud de la France et vous étiez intervenu à un des événements du MEDEF Sud d'ailleurs. Donc c'est pas la première fois qu'on vous sollicite, donc doublement merci de prendre du temps. Alors vous vous êtes dit en tant que banquier, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Et donc la cybersécurité de mes clients, ça m'intéresse parce que évidemment si mes entreprises sont fragilisées, ça peut me poser un problème. Et du coup vous avez innové, vous avez proposé quelque chose de nouveau et surtout vous êtes là pour accompagner peut-être plutôt les dirigeants et ou leurs directeurs financiers. Et donc là vous n'allez pas parler technique, vous allez parler temporalité et financement. Et je trouve cette approche assez intéressante. Dites-nous ce que vous faites. Exactement, tout à fait. Merci déjà pour l'invitation. Alors, je vais avant de dire comment, et Laurent Chaunès qui est avec moi vous présentera ça bien mieux que moi, je vais vous expliquer en quelques mots le pourquoi. Pourquoi finalement une banque comme le Crédit Agricole Alpes-Provence a décidé avec sa filiale, qui est Cyberway, d'accompagner ses clients autrement. Alors, il y a deux thèmes importants qu'il faut retenir. C'est que déjà, on est une banque, on a finalement, on connaît nos clients, on connaît leur activité, on a un savoir-faire en cybersécurité et on s'est dit pourquoi pas finalement sortir de notre château fort, aller au plus proche des clients, aller chez eux et voir, comment fonctionne leur activité, 2, comment on peut mieux les protéger avec notre savoir-faire. Et ça, aujourd'hui, finalement, ça résonne auprès de nos clients. On est loin des démarches qu'on aurait pu initier, un questionnaire en ligne, et puis ensuite on dit bon courage. Non, c'est bien un questionnaire en ligne, mais je pense que si dès le départ, on ne va pas finalement à la rencontre des clients et au final, vraiment mieux les connaître, mieux comprendre leurs craintes, mieux comprendre comment est-ce que finalement on peut avancer avec eux sur ce sujet, en répondant à 2 questions. C'est par où commencer et avec quel budget. Et ensuite, on parlera un peu technique, mais par où commencer, avec quel budget, je pense que ça parle à tout chef d'entreprise qui a finalement 5 minutes pour comprendre ses enjeux business en cybersécurité. Le temps est aussi pas forcément notre allié quand on parle de cybersécurité. Et le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est pourquoi une banque ? Alors, en toute transparence, on est une banque. Si demain, notre territoire, nos entreprises sont touchées par une cyberattaque, on aura un sérieux risque de contrepartie. Nos clients auront du mal à rembourser leur crédit. Donc, on a tout intérêt aussi à être de la partie, à les accompagner sur ce terrain de jeu qui finalement nous concerne tous. Et tous les acteurs, je pense, sont concernés aujourd'hui par cette thématique. Voilà. Alors, une fois que j'ai fini avec le pourquoi, je vais laisser la parole à comment. Et pour le coup, Laurent a quelques anecdotes qu'il vit tous les jours. Merci. Alors, le comment, en fait, c'est simple. Quand on fait un diagnostic d'une entreprise, on a besoin de la connaître, de la comprendre. Donc, on a organisé notre démarche en plusieurs ateliers. On va dans l'entreprise, on discute avec le dirigeant, on discute avec ses équipes. Et ça nous permet aussi de repérer sur les lieux des aberrations ou des choses un peu anecdotiques. Ça fera l'occasion justement de quelques illustrations. Donc, la démarche, elle est simple. On va se baser sur un référentiel classique, ça peut être l'ISO 27001, le guide d'hygiène de l'ANSSI, l'antifraude dans les banques. On va s'appuyer sur des choses qui sont déjà connues, mais on les adapte par des cas, par des exemples qu'on va donner aux dirigeants. Le but pour moi, quand je sors de l'audit, c'est que le dirigeant sache par quoi commencer, où investir au mieux, par quoi il peut commencer déjà de façon gratuite la plupart du temps. Mais surtout, je veux que ce soit pédagogique et qu'il ait compris comment traiter son risque et qu'il n'ait plus besoin de moi ensuite. Qu'il soit déjà dans une démarche d'analyse, qu'il puisse comprendre où sont ses risques et quelles mesures mettre en place. Et en général, c'est assez simple. Je vous donne un exemple, par exemple, chez un client, ses PC étaient sécurisés. Il a mis l'antivirus, il a mis des mots de passe robustes, il avait fait tout ce qu'on vous dit dans les guides, tout était bien fait. Puis en discutant un petit peu de fil en aiguille, on se rend compte que pendant le Covid, ils avaient besoin de travailler à distance. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis en place un système de prise en main à distance de l'ordinateur depuis la maison. Et les collaborateurs se connectaient sur leur PC depuis la maison, avec le PC qui est utilisé par tout le monde, sur lequel on téléchargeait des jeux, des films, sur lequel il n'y a pas d'antivirus, pas de mot de passe. Et donc ils avaient créé comme ça une porte d'entrée chez eux, très simple, pour un pirate qui pouvait piquer les informations et voler des identifiants chez les particuliers pour ensuite rentrer dans l'entreprise. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça peut être aussi la machine de sauvegarde qui est rangée sous la cafetière. Parce qu'ils ne savaient pas de quoi servait cette machine, elle était là, posée, et il fallait mettre la cafetière quelque part, ça faisait un meuble, et ils ont posé la cafetière sur la machine à sauvegarde. Ça peut être la machine à sauvegarde qui est dans la salle serveur, qui est avec les ordinateurs, et en cas de feu, on perd la machine et les sauvegardes.
Donc c'est des petites choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui pour un dirigeant ne sont pas forcément implicites, parce que pour lui, ce n'est pas son métier. Nous qui sommes dans la cybersécurité, on voit tout de suite où est le risque et quelle est l'approche, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que ça soit efficace. Donc à travers ces ateliers, ce qu'on fait, c'est qu'on discute avec le client, on a une batterie de points de contrôle qui s'appuie sur les bons référentiels, et à partir de là, après, on les illustre avec des exemples, une analyse de risque qui est faite par l'exemple. On a parlé ce matin dans les différents ateliers de l'EBIOS, qui est une méthode qui a été mise en place, qui permet de faire de l'analyse de risque dans une entreprise. C'est très bien, c'est très efficace, mais c'est complexe et c'est lourd. Donc nous, on s'appuie plutôt sur des cas pratiques. Qu'est-ce qui se passe si votre collaborateur se fait voler son PC pendant qu'il est à un salon? Qu'est-ce qui se passe s'il se fait voler ses identifiants de messagerie? Qu'est-ce que je peux en faire? Comment est-ce que je peux l'exploiter pour monter une attaque? Donc ça peut être une fraude au président, ça peut être entré dans l'informatique parce qu'on a laissé les accès VPN sur l'ordinateur de la maison, ça peut être tout un tas de petites choses qui sont anecdotiques, mais qui font que même si on a fait 90% de ce qui était attendu pour mettre de la cybersécurité, finalement, on a laissé des portes ouvertes. Et c'est là que nous, on va travailler. Et enfin, les derniers ateliers qu'on fait avec les dirigeants, c'est sur la partie feuille de route, et c'est là qu'on lui dit ce qu'il peut commencer à faire. Donc, mettre un mot de passe robuste, ça ne coûte rien. Gérer mieux ses accès, réfléchir à qui doit accéder à quoi, ça ne coûte pas grand-chose non plus. Si j'ai un PC qui est dans une boutique et exposé au public, je le cache, je le mets dans une armoire fermée à clé, ça ne coûte pas grand-chose non plus. C'est tout un tas de mesures qui vont lui permettre de sécuriser son système d'information par des choses qui sont évidentes et qui ne vont pas lui coûter grand-chose. Et après, on lui explique ce qu'il peut faire dans un deuxième temps, plus tard, en investissant sur un infogérant plus compétent, sur une salle serveur, sur un antivirus, sur un EDR, sur tout un tas d'outils dont lui ne comprend pas forcément les tenants aboutissants, mais qui vont avoir de la valeur dans un deuxième temps. Donc pour nous, notre démarche, c'est vraiment ça, c'est de la pédagogie, c'est travailler par l'exemple, donner des cas, illustrer et faire en sorte que le dirigeant et son équipe, à la fin, soient vraiment sensibilisés, qu'ils aient compris comment sécuriser leur entreprise. Alors une première question, vous faites une démarche proactive ou la plupart du temps, en fait, vous croulez déjà sous les demandes et en fait, aujourd'hui, on vient vous voir parce que le voisin a été attaqué. Quel est le premier déclencheur ? Les deux, parce que notre stratégie commerciale... Juste un petit peu dans le micro pour... Notre stratégie en tant que banquier, c'est d'aller voir déjà les clients du Crédit Agricole. Donc on a une démarche proactive. Mais on a aussi beaucoup de clients qui nous appellent pour ça parce que leurs collègues se sont fait attaquer et ils se demandent est-ce que c'est pas moi le prochain? Donc on va les voir effectivement et on leur explique et on commence l'audit en l'orientant vers ça. Est-ce que vous êtes protégé par rapport à cette menace qui a attaqué vos collègues? Donc pour l'instant, on a compris que c'était régional. Sa vocation a été sémée bientôt ou c'est encore en suspens? Ouais. Pour quelques mots, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, bien entendu, on s'est intéressé à nos clients qu'on connaît bien et qui nous connaissent bien. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'on est de plus en plus contacté par des non-clients, en fait. Parce que la démarche intéresse, c'est du bouche-oreille. En quelques clients qui disent moi, ce qu'on a fait avec vous, c'est très intéressant. Je vais en parler à mon syndicat, je vais en parler à finalement mes collègues qui font le même métier. Et on est en plein démarrage. Donc aujourd'hui, on a des entreprises qui ne sont pas que dans le sud de la France qu'on accompagne. C'est vraiment des clients qui viennent à notre rencontre. La démarche, elle est, vous avez compris, on ne vend pas de solution, on donne du sens. On est clairement sur une tactique d'investissement qu'on donne à un dirigeant d'entreprise. On n'intervient pas, à mon sens. On fait, alors l'image que j'ai bien donnée, ça va vous faire tous sourire, mais c'est un peu le médecin que vous allez voir quand le médecin ne vous vend pas de médicaments en fait. Il vous vend entre guillemets une démarche pour vous soigner, pour aller mieux. C'est la même idée avec notre démarche de Cyberway. C'est d'initier auprès des clients et des non-clients pour le coup, on va dire une prise de conscience, les premiers pas qui vont vers mieux de sécurité. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Yes-Ouillac. Donc là, j'allais dire, on fait peut-être un grand saut en avant. On commence par le créateur d'entreprise et ou l'entreprise qui existe depuis longtemps et qui s'occupe un peu de sa présence sur Internet. On passe du dirigeant peut-être d'entreprise régionale qui va voir son banquier parce qu'il ne sait pas trop bien comment s'y prendre. Et puis vous, Yes-Ouillac, est-ce que vous êtes finalement la haute couture de la cyber? Est-ce que vous êtes réservé à Happy Few? Et comment une entreprise qui n'est peut-être pas forcément internationale ou une envergure d'une surface d'attaque particulièrement sensible peut s'intéresser à travailler avec des hackers éthiques? Comment est-ce qu'il faut faire pour travailler avec des hackers éthiques et quel est l'intérêt de travailler avec des hackers éthiques? Vaste sujet. Merci déjà pour l'invitation. Alors Yes-Ouillac, tout est dans le titre. Donc effectivement, nous en fait, on est une plateforme donc sur le net et au travers de notre plateforme, effectivement, on peut travailler avec un peu plus de 45 000 hackers éthiques référencés alors dans le monde entier.
Alors là, tout de suite, ça fait Ça me un paraît gros énorme. chiffre, ça fait un peu peur, je vous rassure, on lâche pas non plus toute la foule sur vous d'un coup. En fait, nous, notre métier, c'est d'accompagner les structures, qu'elles soient publiques ou privées, petites ou grosses, dans l'identification des vulnérabilités. Il y a un point qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux vecteurs principaux d'attaque et d'attaque qui réussissent. C'est un, le phishing. Donc, alors le phishing, tous les mails que vous pouvez recevoir, ça marche aussi par les SMS, hein, les appels, hein, tout ce qui est frauduleux et qui vise soit à dérober de l'information parce que les informations ont de la valeur. Alors ça, je pense que j'enfonce des portes hein, quand je dis ça aujourd'hui, soit carrément pour voler de l'argent, arnaque au président, c'est des choses qu'on connaît depuis des années. Ça, c'est le vecteur principal et ça a explosé pendant le Covid. Deuxième vecteur d'attaque, les vulnérabilités qui ne sont pas connues par les entreprises. Soit parce que la vulnérabilité, elle est connue par personne. Ça, c'est le pire. C'est ce qu'on appelle une zero day. Donc ça, c'est vraiment c'est ce qui fait froid dans le dos de tous les responsables sécurité parce que c'est le truc qu'on ne peut pas prévoir parce qu'on ne connaît pas. Soit c'est des vulnérabilités qui sont connues, mais pas connues dans la structure. Ça veut dire qu'on ne sait pas qu'on a cette faille-là. Et pour autant, du coup, il y a d'autres qui peuvent la connaître. Et si on la trouve, on peut l'exploiter. Et du coup, on peut rentrer. C'est les deux vecteurs principaux. Donc nous, du coup, on travaille vraiment sur ça. Si on arrive à détecter des vulnérabilités et à donner ce que j'appelle la grille de lecture. La grille de lecture, c'est qu'est-ce qu'il faut que je corrige en priorité? Parce que quand on commence à chercher, clairement, on trouve toujours quelque chose. On n'est pas parfait. Même les plus grandes structures, et on peut prendre l'exemple des banques. Les banques se contrôlent sans cesse. Et je vous rassure, même chez les banques, on trouve des choses, mais comme justement on est sur du contrôle permanent, du contrôle continu, le but justement c'est de s'améliorer, améliorer les process, mais on finit toujours par trouver des choses. L'intérêt c'est de corriger rapidement et de prendre en mesure dans quel tempo il faut le faire. Donc nous le but c'est de fournir les grilles de lecture sur qu'est-ce qu'il faut corriger, en quelle priorité et comment. Et ça on peut le faire de plusieurs manières, donc soit en faisant appel à notre communauté de hackers éthiques au travers de ce qu'on appelle le bug bounty. Le bug bounty c'est très simple, on va donner des périmètres, des actifs. Alors un actif, ça peut être un site internet, ça peut être une application mobile, ça peut être tout un tas de choses. Et en fait, on va donner ces actifs à faire tester et du coup le principe du bug bounty c'est que on va payer avec des primes le résultat, c'est-à-dire quelqu'un qui trouve une faille, plus elle est critique, plus on va les rémunérer fort par rapport au risque qui nous remonte. Ça c'est une démarche qui est active, mais il y a d'autres manières aussi de travailler avec les hackers éthiques au travers le monde, c'est par ce qu'on appelle la VDP. Alors excusez-moi pour le terme, l'acronyme et ensuite pour le terme assassin que je vais sortir, c'est Vulnerability Disclosure Policy, en bon français, politique de divulgation de vulnérabilité. C'est pas quelqu'un en marketing qui a fait le nom. C'est quoi ce mot-là? Déjà, vous avez peut-être entendu parler de la directive Nice. C'est une directive européenne qui est en train d'être Alors il y a la V2 qui vient d'être validée au niveau Europe. On est en train de la transcrire dans le droit français. C'est un certain nombre d'obligations et de recommandations pour des structures un petit peu sensibles, mais c'est quand même intéressant, même quand on n'est pas assujetti à ces référentiels-là, de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. On n'est pas obligé de tout prendre, mais il y a toujours des bonnes idées. C'est une recommandation de cette nouvelle directive Nice version 2. Le but, c'est quoi? C'est de dire, j'ai un certain nombre d'actifs qui sont visibles sur Internet. Comment est-ce que je crée un canal de communication privilégié avec des gens de bonne foi qui pourraient identifier des vulnérabilités? Attention, je dis bien ça dans le sens de manière fortuite, c'est-à-dire je vais sur mon site e-commerce préféré, je veux commander mon article, voilà, etc. Et puis en farfouillant sur le site, à un moment donné, je sais pas, il y a quelque chose qui me saute aux yeux, je prends juste 5 minutes et puis je me rends compte que je peux mettre le panier à 0 €, pourtant il y a 400 articles dedans, et que si en fait j'appuie sur passer la commande, ça passe la commande et qu'en gros l'entreprise ne gagne pas d'argent et moi je récupère 400 articles. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai piraté le site, ça veut juste dire qu'à un moment donné, en prenant 2-3 minutes, j'ai creusé un peu le sujet et j'ai trouvé quelque chose. Comment je remonte cette information-là aux gens, sachant que c'est peut-être une organisation un petit peu complexe, il n'y a pas forcément le nom du responsable sécurité qui traîne sur Internet et qui est trouvable très facilement. À qui j'envoie ça? J'écris un courrier au siège, j'écris sur les réseaux sociaux, quel est le pourcentage de chances que ça arrive chez la bonne personne et que derrière je ne me prenne pas un courrier du juridique qui pense qu'en fait je suis en train d'essayer de leur demander de l'argent, parce que ça c'est des cas de figure, c'est déjà arrivé plein de fois, hein, c'est pour ça que j'en parle. Voilà. C'est justement à ça que la VDP va répondre. Je suis une entreprise, je crée un canal de communication sur le net où je dis, il y a des moyens techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des moyens techniques en plus de le faire savoir, c'est vous avez trouvé quelque chose sur un actif qui nous appartient, voici l'endroit
et la manière dont nous le remonter. Et encore une fois, c'est dans un esprit de bienveillance, puisqu'il n'y a pas d'argent à se faire forcément derrière. Voilà. Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, d'abord moi j'ai appris des choses grâce à vous tous ici lors de la préparation. Effectivement, je crois beaucoup à la notion de cybersolidarité et je trouve que tous, autant que vous êtes présents, vous offrez une réponse à un petit maillon de cette solidarité, de cette chaîne de solidarité. Donc là, le fait de répondre ou de signaler sur le site internet dans la case qui a été prévue à cet effet qu'une vulnérabilité a été découverte, et quelquefois c'est une forme de bug finalement, c'est fait de bonne foi, et on a, grâce à vous, j'ai remonté 2 informations sur des sites internet très utiles, Pôle emploi notamment, que vous m'avez transmis, qui expliquent très bien comment une vulnérabilité peut être remontée. C'est très utile. Donc peut-être un tips en sortant d'ici, si vous avez un site internet d'importance, notamment s'il y a du e-commerce, prévoyez l'onglet remontée de vulnérabilité et allez voir ce que d'autres ont fait. Je trouve ça très utile. On va revenir peut-être sur la présence en ligne avec de nouveau la FNIC. Donc la présence en ligne aujourd'hui, elle est indispensable. Nous, on a vu au MEDEF, on a fait des webinaires lors du Covid. Beaucoup d'entreprises se sont rapidement digitalisées. Il y avait une forme d'urgence. Maintenant que peut-être on peut espérer une petite pause, qu'est-ce que vous diriez à un dirigeant? Et après, je vais laisser aussi la parole à la salle pour poser des questions. Qu'est-ce que vous diriez en sortant qu'il doit vérifier ou qu'elle doit vérifier immédiatement par rapport à sa présence sur Internet, son nom de domaine, et qu'est-ce que, si ça ne va pas, elle pourrait faire avec vous et où? Et on l'a compris, c'est pas directement avec vous qu'il faut discuter, mais avec quelqu'un d'autre. Et expliquez-nous comment ça fonctionne. Merci beaucoup pour cette question. Alors en fait, à la FNIC, on traite au quotidien avec des titulaires de nom de domaine qui nous appellent. Allô la FNIC, et souvent c'est allô maman Bobo. C'est ça qui se passe. Et là, on vient en titre de conseil, puisque vous ne pouvez pas enregistrer directement vos noms de domaine auprès de la FNIC. Vous devez passer par ce que Lotfi expliquait tout à l'heure, un bureau d'enregistrement. Il y en a 400 qui sont accrédités auprès de la FNIC. On a des hébergeurs, des agences de communication, des cabinets d'avocats. C'est protéiforme. Et je crois même qu'on a le Crédit Agricole qui est directement bureau d'enregistrement accrédité à la FNIC. Enfin bref, mon premier conseil, enregistrez vous-même le nom de domaine. Quand je dis vous-même, je parle vous l'entreprise. Et quand je dis vous-même, le nom de domaine doit être enregistré au nom de l'entreprise. C'est l'entreprise, personne morale, qui est titulaire du nom de domaine. Pas au nom du stagiaire. Non, ni au nom du président qui va partir à la retraite dans 2 ou 3 ans. On est bien d'accord. Parce qu'on a déjà vu une très très grande entreprise du CAC 40 qui avait, c'était le président qui était titulaire des noms de domaine et qui derrière est parti et plus personne n'avait la main sur les noms de domaine. Donc, non, bonne pratique, on enregistre le plus tôt possible les noms de domaine à la personne morale. Voilà, entreprise. Mon nom c'est entreprise. Voilà, ça c'est ce que je dois avoir dedans. Les contacts que je mets dedans, je ne vais pas mettre gérard.dupont@entreprise.fr qui est monsieur en charge des noms de domaine, soit au juridique, soit à la DSI, soit à la RSSI, soit ailleurs. Non. L'adresse mail que vous allez mettre comme contact, c'est une adresse mail générique auquel vous serez sûr de pouvoir avoir accès plus tard. Encore une fois, je m'explique, si vous mettez une adresse nominative que la personne quitte la société, que la personne quitte la société et en plus vous en veut, c'est elle qui détient les clés du business. Si demain vous vous dites « Oh non, c'est trop compliqué les noms de domaine, je n'ai pas que ça à faire », très bien, c'est l'agence web qui a fait le site de votre entreprise. Au bout de 2-3 ans, elle vous réclame X euros pour changer une virgule sur une page. Vous dites « On va la remettre en concurrence parce que dans mon réseau, j'ai quelqu'un qui est meilleur. » Elle va vous dire « Très bien, je m'en vais, mais je garde le nom de domaine. » Le nom de domaine, on n'a pas insisté dessus, c'est un actif. C'est un actif immatériel de votre entreprise. Imaginez demain que google.fr est disponible, là à l'enregistrement. Qui dans la salle serait intéressé pour le récupérer? Évidemment, tout le monde. À l'enregistrement, un nom de domaine, ça coûte entre 5 et 15 euros l'année. Mais quand votre entreprise évolue avec le temps, la valeur de cet actif s'apprécie. Donc quand vous rachetez une entreprise, quand vous cédez votre entreprise, dans tous les cas, il faut valoriser cet actif. C'est vraiment fondamental. À l'enregistrement, qu'est-ce que j'enregistre? .fr.com. J'ai un de mes clients qui dit .fr.com, point final. Mais au moins le .fr et au moins le .com. Vous devez avoir votre nom sur les deux. Et là, je suis la FNIC, je parle pour le .fr.
Et je vous dis aussi d'enregistrer le .com, tout simplement pour vous éviter du cybersquatting. On peut enregistrer plein d'autres extensions, bien entendu. Plus vous enregistrez, plus ça coûte cher. Mais voilà. Auprès de qui je l'enregistre? Je vous ai dit qu'il y en avait 400. Et derrière les 400, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de revendeurs. Ok. À qui je vais confier mon actif immatériel? Repensez à cet actif. Si mon actif, il vaut 10 €, bon, je peux le confier au stagiaire, à un freelance. Si mon actif, il vaut plusieurs dizaines de millions ou de milliards d'euros, à qui je vais le confier? J'ai un devoir de neutralité, je ne vais pas vous encourager à aller vers l'un ou vers l'autre, mais sachez qu'il y a des entreprises françaises qui sont spécialisées dans justement la gestion des noms de domaine et des noms de domaine à haute valeur. Vous pouvez enregistrer des noms de domaine jusqu'à 10 ans. Vous n'êtes pas obligé de le faire chaque année, hein, donc vous pouvez enregistrer pour 10 ans d'un coup. Vous pouvez mettre en place un renouvellement automatique. Tout ce que je vous dis là, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va vous éviter de vous retrouver dans la panade dans laquelle se retrouvent chaque jour des entreprises. Ça arrive, des entreprises ou même des personnes qui ont pignon sur rue. Enfin, encore une fois, je ne citerai pas de nom, mais il y a plein de cas qui défraient la chronique assez régulièrement. Donc voilà. Enregistrez vos noms de domaine, faites-le vous-même et faites-le avec un prestataire de qualité. Le lien avec la cyber et qui a défrayé la chronique, c'est l'été dernier, une centaine de noms de domaine qui tombent et autant de cyberattaques utilisant ces noms de domaine qui ont suivi dans la foulée. Et c'est en plus assez désagréable, j'imagine, pour une entreprise d'avoir son nom de domaine d'une certaine manière éclaboussé parce qu'il a été utilisé pour commettre des cyberattaques. Donc, absolument. CQFD. Et peut-être, juste l'autre fille, et je te passe la main, le NEC plus ultra. Posez-vous la question quand même. Lotfi, tu parlais tout à l'heure, et c'est important, on gère le point .fr, techniquement le BZH, l'Alsace, Corsica, etc. Mais aussi le point Leclerc, le point SNCF, le point Accurel, le point Bostik. Est-ce qu'à un moment, ça ne vaudrait pas le coup pour votre entreprise de se dire j'ai une extension à mon nom et de fait, les emails qui sont envoyés en point à mon entreprise, bah, il n'y a que moi qui peux les envoyer. Quand vous êtes sur un site qui se termine en point mon entreprise, il n'y a que vous qui pouvez les envoyer puisque vous êtes le seul titulaire, non pas du nom de domaine, mais du registre. Vous devenez la FNIC voilà. On peut en reparler. Les bonnes pratiques que Michael vient de vous donner sont... Vous avez 2 outils pour les faire. Et c'est vraiment les connaître. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup, chez les ETI, les TPE, les PME, il y a une méconnaissance totale de ces 2 outils. Le premier, c'est le Whois. Il est public. Le Whois, vous allez dessus, vous tapez votre nom de domaine et vous allez avoir toutes les informations sur votre nom de domaine. Vous allez savoir quand est-ce qu'il a été enregistré pour la première fois, jusqu'à quand il est valable, qui est le contact technique, qui est le contact métier, qui est le contact administratif. Et si vous n'êtes pas contact métier, contact principal, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, au niveau des TPE, PME, notre gros souci, et c'est vraiment un des gros leviers d'amélioration que l'on a dans les années à venir, c'est d'arriver à ce que les interlocuteurs qui gèrent, les prestataires qui gèrent l'informatique pour le compte de la TPE, de la PME ou de l'entreprise de taille un peu plus grande, bah qu'elle mette au propre ce Whois et que derrière, un entrepreneur soit le contact principal. Que s'il y a un problème, que si 600 noms de domaine se fassent voler, qu'il soit un point de contact, qu'on puisse aller directement vers lui. Donc c'est WHOIS.fr. WHOIS.fr. Whois. À faire en direct là. Yes. Whois. Donc vous allez avoir toutes les infos sur un nom de domaine. Et si quelqu'un vous a pris votre nom de domaine, eh ben, vous saurez qui c'est dans le Whois. Après, il peut être anonymisé. Mais vous avez des possibilités de remonter via le bureau d'enregistrement pour récupérer plus d'informations et contester le fait qu'on vous l'ait pris si vous avez été pris. Deuxième outil à maîtriser, et c'est fondamental, vous avez un bureau d'enregistrement, c'est le prestataire principal. Nous, c'est à eux qu'on vend. C'est eux qui vous vendent votre nom de domaine. Alors, ce qui est important, c'est que vous sachiez manipuler l'interface du bureau d'enregistrement et que derrière, quand ce bureau d'enregistrement vous donne un login et un mot de passe, bah, vous le maîtrisiez. Parce que ça,
c'est vraiment aussi l'autre gros point faible. Michael et moi, on anime un programme qui s'appelle Tous en ligne maintenant. On se retrouve de manière systématique avec des gens à qui on explique comment améliorer leur présence en ligne et des gens qui nous disent c'est super, mais par contre je ne sais pas comment récupérer mon nom de domaine, je ne sais pas comment faire en fait, je ne sais pas comment le gérer et suivre vos conseils. C'est donc en fait ils l'ont enregistré à un moment, ça marche, mais ils ne savent pas comment ça marche et comment finalement faire évoluer et appliquer ces bonnes pratiques. Donc derrière, votre interface BE, elle a un login, un mot de passe. Activez la double authentification. Tous les bureaux d'enregistrement aujourd'hui vous donnent la possibilité d'avoir une double authentification. C'est fondamental. Et aujourd'hui, c'est un des points qu'on a constaté. Il y a eu une vague d'attaques il y a quelques années et on en a encore souvent des gens qui se font voler leur compte bureau d'enregistrement et qui du coup perdent leur portefeuille de nom de domaine qui devient du coup une ressource pour l'attaquant qui peut en faire ce qu'il veut, rediriger le trafic, s'en servir comme un point d'attaque ou comme ressource pour d'autres attaques, faire du hameçonnage, etc. Donc voilà, ces deux outils sont fondamentaux et il faut vraiment les maîtriser. Merci. Franck, est-ce que ça fait partie de vos questions ? Alors, non, bien sûr, mais surtout ça fait partie des questions de nos clients. Parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est protéger son actif, mais également, nous, ce qu'on fait souvent avec Laurent, c'est qu'on se met dans la tête d'un attaquant et on se pose une question très simple. Je suis en face d'un client et je veux potentiellement générer du profit de façon malveillante. Comment je fais ? Disons que j'écris un nom de domaine, puis au lieu de mettre un L, je mets un I. Je mets un S à la fin du nom, puis j'envoie le mail, entre guillemets, me faisant passer pour l'entreprise à un des fournisseurs en question, qui lui va penser payer le fameux client, mais il va en fait me payer moi. Et là, on se retrouve dans une problématique de fraude, de cyberfraude. Donc, toute la démarche qu'on applique aujourd'hui vraiment sur le terrain, c'est vraiment de se mettre, d'aller discuter avec finalement le DAF, le DG, comment vous payez vos factures, est-ce que vous faites des contre-appels, est-ce que vous sensibilisez vos fournisseurs sur le fait qu'ils risquent de recevoir des fausses factures. C'est fréquent. Quand je dis c'est fréquent, c'est qu'on a, entre guillemets, un client sur deux à qui ça arrive, ce type de technique, parce que vous avez compris que ça ne coûtait pas grand-chose d'acheter un nom de domaine. 15 €, j'achète un nom de domaine, je rajoute un S, et puis j'envoie un mail au nom de votre entreprise à tout votre canal adresse. Et puis j'attends de voir ceux qui vont payer les factures. Et puis après, c'est un peu compliqué d'un point de vue commercial. Comment vous gérez la problématique ? Le client vous dit, votre fournisseur vous dit, ou le client vous dit, mais je vous ai payé. Mais non. Si, mais non. Attendez, dans ce cas, on arrête de faire du business ensemble. Vous ne pouvez pas. Donc, ça crée des situations un petit peu complexes qui sont... Vous avez compris que la cybersécurité, au final, c'est étrangement pas forcément un sujet toujours très technique. Il y a beaucoup de bon sens. Enfin, on a quelques anecdotes, parce que pour le coup, Laurent, il les voit tous les jours. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la démarche, elle est avant tout de comprendre comment fonctionne le business. Une des questions qu'on pose souvent à nos clients, c'est est-ce que vous travaillez sur un marché, par exemple, en dehors du territoire français ? Pays de l'Est, pays autres que l'Union européenne, parce que la zone d'exposition n'est pas la même, en fait. Et à partir de là, la probabilité de recevoir ou que des fausses factures vous soient émises ou que vous receviez des factures piégées avec des malwares est quand même beaucoup plus conséquente. C'est un point de départ. Encore une fois, par où commencer ? Vous vous souvenez c'est-à-dire comprendre d'abord le business et ensuite... On a eu le cas du changement de RIB d'un salarié. C'était il y a la semaine dernière, dans un adhérent du MEDEF en territoire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les tentatives d'usure ? Aujourd'hui, vous me disiez, le problème, c'est qu'on ne fait pas un check tous les 6 mois pour voir si... un sanity check tous les 6 mois pour voir si ça va. La démarche que vous avez chez Yes We Hack, c'est aussi... de regarder en permanence. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette politique d'harmoniser la découverte de vulnérabilité. Parce que tout à l'heure, on a annoncé l'extension de l'alerte cyber. Je ne sais pas si vous avez bien compris le système. C'est globalement, il y a une faille, il y a un virus, il y a un truc qui existe. On le sait. C'est sur le système d'alerte du CERT.fr. Tout le monde sait qu'il y a un problème avec tel ou tel logiciel ou tel matériel. Mais on considère que ce n'est pas forcément un problème, d'ailleurs, qui devrait être particulièrement sensible, mais par un effet qu'on n'explique pas toujours, la mise à jour n'est pas faite.
ou alors elle est activement exploitée, c'est-à-dire que la faille est activement exploitée le temps que les gens fassent la mise à jour, et notamment en utilisant le décalage horaire. Hein. Ça va peut-être expliquer ce que ça veut dire. Et donc nous, on a créé cette alerte et on n'en a fait que 9. Maintenant, BFM va la relayer, on est très content, pour particulièrement quand quelque chose tape fort, que les entreprises réagissent. Comment est-ce que vous voyez aussi la prévention? Je vois que les États-Unis, c'est peut-être une question un peu technique, hein, mais je vois que les États-Unis travaillent sur une pré-alerte, et c'est-à-dire qu'eux, ils vont décrocher leur téléphone pour appeler les entreprises pour dire on a trouvé quelque chose sur vous, c'est-à-dire que vous allez vous faire attaquer. Est-ce que finalement, vous, avec votre capacité à voir ce qui se passe, à 45 000 personnes sur votre plateforme, vous servez aussi de relais sur certains sujets, et comment est-ce qu'on peut collaborer en fait? Alors, c'est une très vaste question. De manière globale, effectivement, le cœur du sujet, c'est d'être au courant, c'est d'être alerté quand il y a un problème et que potentiellement on n'a pas la couverture du risque, même si des fois on vérifie, puis finalement le risque n'est pas imposé. Mais c'est le jeu un peu dans la cyber, hein, c'est que des fois on tape à côté, des fois on tape sur le bon sujet. Alors nous, effectivement, une des particularités du bug bounty, de ce que l'on fait, c'est que ça permet notamment de faire du test en continu, parce qu'aujourd'hui, vous connaissez peut-être les audits, les tests d'intrusion, hein, qui sont des choses qui sont faites depuis des années et des années. Alors, ça marche très bien, hein, c'est pour ça qu'on continue d'en faire. Un des inconvénients, par contre, c'est que ça a une couverture du risque qui est assez pauvre. Pourquoi? Parce que je fais un audit pendant 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, j'ai plutôt une bonne couverture du risque puisque les gars sont en train de tester ça. Ensuite, j'ai le rapport. Je vais pouvoir corriger mes vulnérabilités, sauf que je ne refais pas un test avant 6 mois, 1 an. Et du coup, pendant 6 mois, 1 an, l'informatique, ça évolue énormément, enfin très 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 vite. Et donc pendant ce temps-là, j'ai plus de couverture du risque. Donc le bug bounty, de par son modèle, permet notamment de, comme on paye les gens au résultat quand ils trouvent des vulnérabilités non plus au temps passé, la personne peut avoir mis 1 mois à trouver la vulnérabilité, c'est pas le mois que vous allez payer, c'est la vulnérabilité en elle-même. Donc ça permet notamment pour certains clients de faire des tests en continu, et on l'a avec le monde bancaire qui est assez friand sur ce point de vue-là, par exemple, où voilà, comme les tests sont tout le temps en changement, et en plus c'est aussi quelque chose qui existe aujourd'hui, c'est que comme le numérique est de plus en plus en vogue dans les entreprises, on a aussi cette logique on n'achète plus quelque chose de figé dans le temps, on achète quelque chose qui de toute façon va évoluer toujours très très rapidement, parfois peut-être un peu trop vite pour tout le monde, mais c'est un peu comme ça aussi que ça fonctionne. Donc voilà, ça effectivement, le test en continu, c'est une bonne chose. Et sur les systèmes d'alerte, alors de toute façon, moi j'ai envie de dire, quand c'est critique, quand ça craint, le sujet, c'est pas est-ce qu'on le fait par BFM, est-ce qu'on le sait par le CRTFR de Lancy, est-ce qu'on le sait par son voisin de palier, par son ami. L'important, c'est de le savoir. Et effectivement, plus on est nombreux à partager les alertes, mieux on se porte. Il y en a une qui a été très très vilaine récemment, hein, les attaques sur les ESX. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, ça concernait beaucoup de gens sur Internet. Ça a été trouvé effectivement, et un gros hébergeur français qui est très en vogue aussi à l'international a été énormément attaqué. Alors ils ont été très très réactifs, hein, là-dessus. On a été des tonnes et des tonnes à partager en fait l'info parce que l'exploitation était triviale, hein. C'était une prise de contrôle à 100% des serveurs. Donc quand on a la main à 100%, on fait ce qu'on veut, hein. On efface tout, on modifie, on fait semblant d'être le vrai alors qu'on est le faux. Enfin, on peut faire plein de choses. Donc oui, les systèmes d'alerte, les dispositifs d'alerte continue de se multiplier. Des fois, on a 4 fois l'information. Moi, je suis de l'école. Je préfère avoir 4 fois l'info que 0. Donc, est-ce que je propose que maintenant les questions viennent au public parce qu'on fait des ateliers, ça doit être un peu pratique. Là, je crois qu'on a déjà 2-3 idées potentiellement et de questions à poser en sortant de la salle. Mais surtout, je vais laisser la parole. Donc voilà, si vous avez des questions et peut-être des questions qui n'ont peut-être rien à voir avec ce qu'on a vu. Bonjour. Moi, j'ai une question concernant l'attaque qui a eu lieu sur l'hôpital de Créteil. Comment se fait-il qu'un hôpital comme ça n'ait pas un circuit interne qui ne soit pas du tout perméable à Internet pour toutes les données qui concernent les malades? Et autrement dit, est-ce qu'il faut avoir un circuit complètement déconnecté de l'Internet quand on a des opérations critiques?
C'est un vaste sujet, c'est une question qui est complexe à répondre, hein. Il y a de la réglementation que les établissements de santé doivent suivre. Il y a aussi la limitation de leurs moyens à un moment donné, humains, financiers. C'est pas si simple que ça quand même de fonctionner en circuit fermé. Ça empêche pas mal de choses, notamment le partage d'informations entre établissements de santé, qui est quand même un sujet. Si tu as des points précis à dire, n'hésite pas. Hein, mais Point précis, parce que j'ai audité pas mal d'hôpitaux. J'étais dans le conseil avant de rejoindre Cyberway. Et le problématique qu'on a dans les hôpitaux, c'est qu'on n'a pas de moyens. Comme on n'a pas de moyens, on fait l'économie. Comme on n'a pas de moyens, les gens compétents s'en vont. Et on se retrouve avec des gens qui ne sont plus forcément assez compétents et sont suffisamment de moyens pour mettre en place des choses. Et pour complexifier ça, on a des réglementations qui arrivent, qui sont faites avec des bouts de scotch. On a de la connaissance qui se perd. On a des hôpitaux qui se construisent, qui s'agrègent les uns aux autres pour essayer de faire des économies d'échelle et avoir une seule direction informatique pour un ensemble d'établissements. Et on se retrouve du coup avec des technologies hétérogènes, non maîtrisées et sans suffisamment de moyens pour avoir une feuille de route qui tient la route. C'est malheureux, mais c'est la réalité aujourd'hui. Ouais. Alors, il y a une question là, puis après... Je rebondis sur le nom de domaine. Vous n'avez pas abordé tout à l'heure les certificats SSL. Est-ce que si on les... Parfois, en fait, il y a des hébergeurs qui c'est facile vraiment à les implémenter, à les activer. D'autres, c'est payant. D'autres... ce que je voulais savoir, est-ce que vous pouvez dire, est-ce que si on les laisse sans l'activer, est-ce qu'il y a un risque? Voilà. Est-ce que vous développez en fait les certificats SSL? Merci. Alors, vous allez redire est-ce que c'est qu'un certificat SSL pour oui, alors ceux qui sont moins... un certificat SSL, c'est quelque chose qui authentifie que vous êtes l'auteur de la transaction et notamment dans les transactions de paiement, vous garantissez que vous êtes véritablement l'auteur de la transaction et que vous êtes la bonne personne. Donc le serveur qui vous envoie l'information est aussi assuré du fait que vous êtes bien l'émetteur et qu'il n'y a pas eu de modification en cours de route. La question des certificats SSL, elle est différente en fonction du fait qu'on s'adresse à une grande entreprise ou qu'on est typiquement un petit entrepreneur. Plus on va vers une grande entreprise, plus généralement elles ont leurs propres prestataires, elles ont leurs propres fournisseurs et elles mettent en place une organisation où elles gèrent elles-mêmes le déploiement de leurs certificats SSL et elles se coordonnent avec les équipes qui gèrent les noms de domaine pour les mettre à jour et finalement avoir un certificat qui fonctionne et faire que le service continue. Pour une banque, c'est essentiel. C'est fondamental. Aujourd'hui, de plus en plus, le certificat SSL est une norme. C'est-à-dire que plus vous allez avoir des transactions, plus vous allez être obligé d'implémenter un certificat SSL parce que ça va vous pénaliser, y compris dans votre référencement. Donc du coup, la recommandation sur les certificats SSL, c'est de les déployer. Et au moment de choisir un nom de domaine, moi, si vous êtes petit, ce que je vous recommande, c'est d'aller vers un BE qui vous autorise un déploiement simple. Et ce qu'on recommande du certificat SSL à travers un clic-bouton. Du coup, vous n'aurez pas à gérer ce certificat SSL. Il sera là, il sera mis à jour régulièrement. Et aujourd'hui, la plupart des gros bureaux d'enregistrement gèrent ça en mode clic-bouton. Et pour une TPE, PME, ça peut être géré de manière très transparente. Mais on recommande de le faire, bien sûr. Surtout si vous avez des transactions à gérer, de la commande. C'est intégré en fait, potentiellement. Oui, c'est intégré, mais il n'est pas par défaut. Il faut l'activer. C'est-à-dire que si vous mettez en ligne votre nom de domaine, vous déployez votre site internet et votre messagerie, si vous n'avez pas vous-même activé votre certificat SSL sur votre interface bureau enregistrement sécurisé avec un mot de passe complexe, il ne sera pas déployé. Donc il faut activer son déploiement. Je me permets juste de rajouter un truc sur les certificats SSL, c'est important pour moi, je veux détruire un mythe. Les certificats SSL, c'est important et on doit en mettre partout, autant que faire se peut. Quand vous allez sur un site et qu'il y a un certificat SSL, ça ne veut pas dire que le site est sécurisé, c'est important. Oui, vous avez la preuve d'authenticité du site, c'est bien, le site est officiel, etc. Ça ne veut pas dire que sa base de données est sécurisée. Parce qu'il y a eu beaucoup d'amalgames pendant un temps de on est sécurisé parce qu'on a le petit cadenas vert. Alors le petit cadenas vert, c'est juste votre navigateur qui dit oui, j'ai bien vérifié que le site c'est bien celui qui prétend être. Donc vous êtes protégé là-dessus. C'est le principe même du certificat SSL. Ça ne veut pas dire que le site sur lequel vous allez stocker votre carte bancaire est lui sécurisé derrière contre les attaques. Principe de base sur la sécurité, zéro trust, d'accord ? On ne peut pas faire confiance à 100% à personne puisqu'il y a toujours des défaillances possibles.
Une question pour Yes We Hack. Comment vous garantissez à vos clients que le hacker qui est derrière le bug bounty, c'est un gentil et pas un faux-nez d'un méchant? C'est marrant parce que j'ai eu 3 réunions avec des clients aujourd'hui et on m'a posé cette question à chaque fois. En fait, sans rentrer trop dans le détail, ce que je pourrais vous le donner en direct sera plus simple. Mais, on a un système de vérification systématique des identités, etc., des personnes. Donc c'est très contrôlé. Donc voilà, le fait qu'il y ait ce contrôle systémique de l'identité fait aussi que ce qu'on va appeler un black hat. Un black hat, c'est un pirate informatique, quelqu'un qui a décidé effectivement d'utiliser ses compétences pour faire des choses plutôt malveillantes. A pas trop d'intérêt de venir sur la plateforme parce que s'il vient sur la plateforme, il faut qu'il montre patte blanche. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il s'inscrive sur une plateforme et qu'il fournisse des documents d'identité alors que clairement, s'il a envie de vous attaquer, il va le faire en direct. Il n'a pas besoin de passer par chez nous pour vous attaquer. Voilà. Donc, vous avez des actifs qui sont sur Internet, vous êtes déjà une cible, vous avez des attaques quotidiennes. Donc, globalement, les black hats n'ont pas forcément... Non, parce que sur la plateforme, si on rentre dans le détail, alors sur la plateforme, on peut faire des programmes publics et des programmes privés. Et sur un programme privé, c'est sur invitation. On va inviter un petit nombre de hackers éthiques. Comme je disais, on lâche pas l'intégralité de la foule sur nos clients d'un coup. On a des clients qui font des tests avec 10 personnes seulement et pendant des mois et des mois. Et c'est sur sélection avec des critères, etc. Et donc voilà, c'est en sein privé. Et nos clients qui font du programme public sont des clients qui ont soit un très très fort niveau de maturité en termes de sécurité. Et ils ont besoin d'avoir plus de 45 000 personnes qui testent parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va sortir du bois et qui va trouver la vulnérabilité critique qui fait très très mal. Il vaut mieux qu'il le rémunère à ce niveau-là plutôt que ce soit quelqu'un de malfaisant qui le fasse. Soit ils sont de toute façon extrêmement exposés et donc du coup, de fait de cette très grosse exposition, de toute façon, voilà, autant qu'il y ait un maximum de gens qui testent parce que de toute façon, ils sont très exposés. J'ai quelques clients en exemple et je peux en parler librement puisqu'ils sont en programme public. Mon espace santé, je pense que ça parle à tout le monde. France Connect, ça parle aussi à tout le monde, je pense. Voilà, ça, c'est des gens qui font du programme public parce que de toute façon, ils sont tellement exposés que des attaques, ils en prennent tous les jours et pas que par nos 45 000 hunters. Oui, bonjour, merci pour les interventions. J'ai une question un peu plus générale. Alors, ça s'adresse à tous, je ne sais pas qui voudra répondre. Vous avez un dirigeant de PME en face de vous. C'est quoi l'argument phare qui va déclencher, 1, la prise de conscience et 2, la mise de moyens dans sa cybersécurité? Je m'explique, au quotidien, je gère mon business, j'ai mon carnet de commandes à 3-4 semaines. La cyber, je connais un peu, j'ai mon antivirus, j'ai fait une petite formation avec mes salariés à la rigueur, je suis allé un petit peu loin. Mais bon, c'est pas un sujet qui m'intéresse, j'en ai beaucoup d'autres, j'ai personne au CODIR qui représente le sujet, donc le sujet n'existe pas vraiment, j'ai pas forcément de référent, ou j'ai un TSI, mais il est plus dans un rôle technique, il n'a pas un rôle de proposition. Où est-ce qu'on fait une prise de conscience pour avoir vraiment une prise d'action? J'ai souvent ça avec des entreprises où ils prennent l'information qu'on leur donne, ils sont contents, puis bonne journée. Et derrière, j'ai pas forcément d'action, ils me disent ouais, c'était intéressant, super, très bien. Et derrière, je vois pas forcément des gens qui se disent ah c'est important et en fait si demain j'ai un problème, je sais pas comment je fais, je gère pas une crise, mon site va sauter, j'ai pas le nom de domaine, c'est quelque chose que je ne connais pas, tous ces sujets-là et parfois je suis un peu à la recherche de l'argument qui va faire mal et qui va faire un peu tic dans la tête du dirigeant de PME. Je vais apporter des éléments de réponse parce qu'en fait ce qui est intéressant il y a 2 éléments de réponse à votre question, c'est sur la forme et sur le fond. Sur la forme, en fait, intelligent entreprise, nous, ceux qu'on rencontre, leur temps est précieux. Lorsqu'on va leur parler de cybersécurité, ce qui va leur intéresser, c'est leur cybersécurité. Si on vient les voir pour leur raconter, entre guillemets, leur lire le dernier livre à la mode pour dire attention, la cybersécurité, il faut faire ça, 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 et puis ça. Bon courage. Déjà, il partira avant la fin. Et puis, il dira bon, il est gentil, mais j'ai pas besoin. Quoi. Puis alors, l'autre élément, c'est que nous les feedbacks des clients c'est des entrepreneurs, c'est des dirigeants d'entreprise qui nous parlent de façon très franche. Hein. La cybersécurité, c'est ma priorité, mais c'est pas toujours ma priorité du moment. Donc toute la démarche pour nous, c'est donner du sens. Donc lorsqu'on parle de cybersécurité, on commence toujours par une démarche de sensibilisation. C'est-à-dire qu'on va passer 1 heure et demie avec un client. On n'a rien vendu. Hein. On est une banque au départ.
Donc on va s'intéresser au business, on va essayer de comprendre entre guillemets ce qui lui fait peur en termes de business. C'est quoi son business, c'est quoi son activité. Je sais pas moi, il vend des fleurs en ligne, il produit du riz, c'est un viticulteur, il fait des armatures en acier. Quels sont les événements redoutés? On essaie de finalement assez rapidement comprendre ce qui pourrait faire mal à son activité. On pose 2-3 questions clés pour dire voilà, en termes de sauvegarde, voilà, bon, comment ça se passe en termes de sensibilisation. Et ensuite, pour aller plus loin, on propose un accompagnement. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que si on ne donne pas du sens et qu'on ne s'investit pas pour finalement donner la main entre guillemets, à un entrepreneur sur les premiers pas sur la cybersécurité, ça va être très compliqué de l'emmener plus loin. Donc écoutez, voilà. Et là, des fois, on a des prises de conscience et ça nous est déjà arrivé parfois même en rendez-vous d'avoir des clients qui nous disent écoutez, ce que vous nous avez dit, nous, on a compris. On va déjà corriger ça et ça, et on se rappelle dans 2 mois quand on aura déjà corrigé ce problème sur serveur parce qu'on vient de comprendre qu'il y avait un gros problème. Et on se rappelle en 2-3 mois après et on va plus loin. Toute la démarche, et c'est pour ça qu'on va revenir le pourquoi, mais c'est intéressant, c'est pour une banque comme le Crédit Agricole Alpes Provence s'y met, s'investit dans cette démarche, c'est que vous avez compris qu'on a un intérêt convergent. Quand on passe du temps avec un de nos clients ou un prochain client ou même une entreprise de notre territoire au sens large et qui a besoin, qui se sécurise, on a déjà gagné. D'où le temps qu'on passe à aller les accompagner. Et ensuite, bien sûr, il faut les emmener plus loin. Il faut donner toujours du sens. Toujours du sens. Et la prise de conscience, ça se fait par des exemples. Voilà. Ça vous paraît plus clair ? Nous, on encourage à organiser, n'hésitez pas, je sais que vous êtes une fédération, mais organiser des webinaires en questions-réponses. Vous l'avez fait, la FNIC, très gentiment avec nous il y a une dizaine de jours. Il y en aura d'autres, des webinaires sur la cyber, et je pense qu'il y a de quoi faire. Et n'hésitez pas à piocher dans nos intervenants en espérant qu'ils pourront se rendre disponibles. Mais je voulais rajouter un truc, il y a quand même un facteur aussi qui est déclenchant, c'est le côté de tiers de confiance. Nos clients nous voient comme un banquier, ils ont confiance, ils nous parlent de fraude, ils nous parlent de problèmes, on a leur compte, on a une vue en fait sur leur activité, sur leur vie au quotidien. Donc ils n'ont pas peur de nous parler de leurs risques, de leurs problèmes, de toutes les pannes qui peuvent arriver, des dangers pour leur entreprise. Si vous êtes une entreprise privée qui venait les voir, ils ont peur de se dévoiler. Et ils ne savent pas non plus, ils sont pas du monde de la cyber, de l'informatique, ils ne connaissent pas les ténors, on va dire, du secteur et les gens qui ont vraiment pignon sur rue. Ils ne savent pas si on va leur envoyer un jeune qui sort de l'école, si on va leur envoyer quelqu'un de compétent. Ils ont du mal à mesurer en fait, la valeur ajoutée que l'entreprise va leur apporter. Alors que quand c'est le banquier qui vient, c'est juste un service en plus du banquier. Une anecdote, on a été contacté l'été dernier, c'est une agence immobilière, alors c'est une agence immobilière, ils sont 2, la mère et son fils. Ils nous appellent, voilà, on a eu potentiellement, on pense avoir subi une cyberattaque, on n'est pas sur notre messagerie. Ils ne sont pas clients du Crédit Agricole. Ils ont tapé sur Internet cybersécurité, pour le coup, on est plutôt bien référencé. Et ils ont vu créer une banque. Alors, ils sont une banque. Pour le coup, ils sont les clients d'une autre banque, mais ils ont vu que, tiens, de la cybersécurité fait par une banque, j'ai confiance. Et ils l'ont verbalisé. Ils nous ont dit. Moi, j'ai besoin de raconter ce qui m'arrive à des gens en qui j'ai confiance. Et vous êtes une banque, j'ai confiance en une banque. Et bon, pour le coup, on a été les aider. Et aujourd'hui, pour toi, c'est une petite boîte. On parle tout à l'heure d'angle mort. Pour moi, on est convaincu que la cybersécurité, c'est pas qu'un sujet de grosses entreprises. C'est aussi les TPE, c'est les startups, c'est les PME, c'est tout le monde en fait. Il faut pouvoir être en capacité d'aller adresser tout ce terrain finalement qui subit de la même façon les mêmes cyberattaques. On reçoit tous des SMS du CPF, qu'on soit petit, grand, petite boîte, grande boîte, c'est pareil pour les boîtes. Voilà. Donc pour le coup, nous, là c'est la petite boîte, on l'a accompagnée et ils en sont très contents. Et je pense qu'ils sont devenus clients, mais ça c'est un autre sujet. C'est peut-être le même, mais en fait... Maxence vient d'en parler. On a fait un webinaire il y a 10 jours et c'est une situation qu'on revit assez régulièrement. C'est une question qu'on pose et c'est vraiment une question qui recoupe aussi l'exemple que tu viens de donner. C'est un peu ce profil de la petite entreprise. On pose la question qui est vraiment le propriétaire du nom de domaine? Et la réponse, c'est souvent où est-ce que je trouve ça? Et donc le WHOIS n'est pas connu. Donc souvent, un bon moyen d'aborder sur la question du nom de domaine, qui encore une fois est ce point d'entrée, c'est
qui êtes-vous vraiment le titulaire de votre nom de domaine? Et très souvent, pour les TPE-PME, il y a eu un prestataire au milieu qui a fait l'enregistrement et qui a gardé la propriété. Et on se retrouve dans la situation où finalement, c'est comme si on avait laissé la clé à un voisin, que le voisin avait déménagé et que la clé est quelque part dans le quartier. On dit, elle est quelque part par là. Donc... Moi, je pose une question en fait aux dirigeants de TPE. Parce que souvent, nous, c'est vraiment des toutes petites entreprises qui nous contactent. Et je leur dis, ça coûte combien une minute d'interruption, une heure d'interruption de service, une journée d'interruption de service? Est-ce que vous pouvez me l'estimer? Souvent, ils vont dire, je vais louper des commandes, je ne vais pas pouvoir vendre en ligne. Ok, c'est quoi les coûts maintenant en termes d'image, de réputation? Ça fait pas sérieux. Et en fait, on est dans le domaine de la vente persuasive. Parce que souvent, les dirigeants d'entreprise se disent « Je ne suis pas concerné, moi. Moi, je ne suis pas concerné, je suis trop petit pour être attaqué par ces grands méchants russes, chinois, américains. Je suis trop petit. » Et en fait, non, on leur explique que justement, alors, via le nom de domaine, il y a un enjeu. Et nous aussi, on utilise le tiers de confiance, puisqu'on a un produit qui s'appelle le FR Lock. C'est un verrou qu'on pose sur le nom de domaine au niveau du registre pour bloquer toute opération. On a opéré de la façon suivante pour encourager les acteurs les plus importants de tous les secteurs économiques français. Je pense aux très grands industriels, aux banques, aux grands médias. On a co-rédigé un courrier avec l'ANSSI et on l'a envoyé à ces entreprises en leur disant les gars, protégez-vous, et ça tombe bien, il y a un nouveau service qui s'appelle le registre e-lock. Utilisez-le. Ça marche bien. Je pense qu'on va conclure parce qu'il y en a 5 minutes de la fin. Une dernière question. Voilà, la dernière. Je vais être très mal poli. J'ai rien compris à ce qu'a dit la FNIC. Je voudrais savoir, l'un dans l'autre, si demain je vais enregistrer mon nom de domaine, bon, je vois mes adresses mail, comment j'y prends, et j'ai pas bien compris ce que c'était que le bureau d'enregistrement. Est-ce que je me mets sur votre site et puis tout se fait automatiquement? Est-ce que je passe par un bureau d'enregistrement? Puis deuxième question qui est liée, quelle est la différence entre, ma boîte s'appelle XYZ, entre xyz.com, xyz.fr et .xyz? Merci beaucoup pour cette question. Merci. Alors, un bureau d'enregistrement, c'est une entreprise qui est accréditée auprès de nous. Dites-vous que si je devais prendre une image, l'AFNIC, c'est un peu les notaires de l'Internet. Voilà, c'est un de nos deux métiers. On a deux métiers. On est notaire de l'Internet. C'est nous qui gérons cette grande base de données en disant xyz.fr appartient à l'entreprise Tartampion, wp3z.fr appartient à l'entreprise Trucmuche, de telle date à telle date. Et notre deuxième métier, on est le réseau d'aiguillage de l'Internet français. C'est-à-dire qu'on se prend les requêtes de DNS. Quand vous allez sur un site Internet, ça passe par chez nous et on nous dit, voilà, le site Internet xyz.fr, il est classé dans tel dossier. Donc, on permet aux ordinateurs de savoir où est-ce qu'il faut aller. Ça, c'est le truc. Les bureaux d'enregistrement, ce sont des entreprises qui ont déposé un dossier chez nous pour être accrédités auprès de l'AFNIC. Et donc, on leur donne un droit d'écriture dans notre grand tableur, dans notre grand dossier, dans notre OIS. Et je vais en citer, comme ça sera plus simple. Les plus grands bureaux d'enregistrement sont sur le .fr, OVH, Gandhi, Ionos, Free, Orange, Bouygues, SFR, O2 Switch n'est pas accrédité auprès de l'AFNIC, ils sont revendeurs de Gandhi, je crois. Les pages jaunes étaient clients, maintenant ils sont revendeurs d'un autre. Enfin voilà, il y en a 400. Il y a un site qui s'appelle réussir.fr et là on vous a fait une sélection. Sinon vous tapez bureau d'enregistrement ou nom de domaine dans un moteur de recherche et ils vont vous proposer d'enregistrer le nom de domaine. Obligatoirement. C'est obligatoire. C'est obligatoire, oui. Moi, j'aime beaucoup votre remarque parce que, je veux le dire en toute transparence, c'est des remarques qu'on a de nos clients, en fait, quand on aborde des sujets de cybersécurité. Tout à l'heure, je vous donnais l'image du médecin et je l'aime bien. C'est comme si demain, on demandait à quelqu'un d'aller acheter tout seul son médicament à la pharmacie. Comment il fait, quoi? C'est un peu compliqué.
Et une image du bureau d'études, celle-ci, nous, vraiment, hein, c'est vraiment cette image-là que j'ai. Et par exemple, sur comment finalement sécuriser son nom de domaine, contre quoi, avec qui, comment, bon, concrètement, souvent, c'est des affaires un peu d'informaticiens, je vais dire ça comme ça. Et quand on a une structure, nous, ce qu'on voit souvent avec nos prestataires, enfin nos clients, ils ont des prestataires qui gèrent leur site web. On leur dit, mais attendez, déjà, vous leur posez la question. Et si clairement vous ne comprenez pas ce qu'ils racontent, faut qu'ils reformulent parce qu'au final, c'est vous le client. Et s'ils n'ont pas mis le HTTPS, s'ils n'ont pas bien enregistré les sites web, finalement, vous n'en avez pas pour votre argent. Chacun son expertise. Et c'est là où, pour le coup, nous on arrive en soutien, un peu en coaching, en leur disant, non, attendez, vous avez payé un site web, il doit y avoir un enregistrement, il doit y avoir un HTTPS. C'est comme si vous achetiez une voiture et qu'il manquait des équipements, entre guillemets, de base, quoi. Personne n'achètera une voiture sans... Pardon ? Exactement. Exactement. Alors, je vous dis une anecdote, ça va vous faire sourire. On a eu un client, il nous dit, bon, c'est bien que vous regardez votre système de sauvegarde. Bah, c'est bien, je viens de poser la question à mon fournisseur, il dit qu'il ne veut plus s'en occuper. Donc, 2 problèmes. Hein. 1, comment il fait demain, et 2, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un peu le sujet, Laurent l'a très bien évoqué, des fois, c'est pas forcément technique, c'est pas forcément de l'investissement, c'est aussi, entre guillemets, mettre un peu plus sous tension ces fournisseurs sur des sujets, on va dire, jusqu'à présent, ils étaient plutôt tranquilles. Et le sujet des noms de domaine, ça en fait partie. Il y a plein de boîtes spécialisées qui font ça très bien pour pas très cher au final. Et c'est aussi des fois des sujets, des raccourcis à prendre. Hein. Enfin, nous, c'est ce qu'on préconise aux clients. Sur ce sujet-là, pour 200-300 €, vous avez quelqu'un qui vous le fait très bien et vous verrez, c'est blindé et ça vous protégera votre business. Voilà. C'est en d'autres termes, je veux dire, le sujet, c'est pas forcément nécessaire pour nous, en tout cas nous, ce qu'on propose aux clients, aux dirigeants et aux DAF qu'on rencontre, de rentrer dans la technique, mais plutôt de rester dans un rôle décisionnaire de pilotage pour agir, pour se protéger contre des risques, mais pas forcément aller ouvrir le capot de la voiture pour voir s'il y a l'alternateur, vous avez compris? Ouais, la deuxième question. Alors là, on est plus dans le marketing que dans la cyber, quoique. .fr, ça veut dire France, français. On est d'accord. Donc, on invite les entreprises françaises qui utilisent de la matière grise française, dont la cible est française et sur le pays, sur le territoire français, à utiliser les services d'une association à but non lucratif pour laquelle nous travaillons, qui a tous ses data centers en France, qui emploie 90 collaborateurs français, qui payent ses impôts en France. Et donc vous allez me dire, mais oui, mais le .com dans tout ça, parce que moi je suis à l'international, je fais de l'expert, etc. Eh bien le .com, c'est l'extension des États-Unis, qui est gérée par une entreprise américaine qui s'appelle VeriSign. Ils sont à Washington. Pourquoi? Bon voilà. Alors en Suisse, voilà. Ils sont basés en Europe, en Suisse. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, voilà. Nous, ce qu'on vous dit juste, moi, je vous donne un exemple, ça va vous parler. Il y a une entreprise, je suis sûr que vous êtes tous clients, vous avez déjà acheté chez eux, j'en suis sûr et certain. Cette entreprise, elle s'appelle Schibsted. Schibsted. C'est une entreprise norvégienne. Et quand ils sont arrivés en France dans les années 2000, ils se sont dit, bon les gars, Schibsted.com pour la France, ça craint quand même. Non, on va prendre un truc qui fait bien français. Le Bon Coin. Et puis on va faire .fr, comme ça fait bien français. Leboncoin.fr. Et puis en Suisse, on va faire subito.it. Et en Italie, en Italie, ça va être tutti.ch. Alors c'était l'inverse, mais vous m'avez compris. Et en fait, dans chaque pays, leboncoin.com, ça peut parler un français. Mais leboncoin.com, ça va pas parler un portugais, un espagnol, un italien, etc. Donc ceux qui me disent, moi je suis à l'export, à moins d'avoir une marque très puissante comme, je sais pas moi, L'Oréal, Renault ou autre, posez-vous la question de l'extension nationale du pays où vous allez. Et puis, si je vais même plus loin, si on parle référencement naturel, bien quand je prends un .fr, je dis aussi à Google, hey Google, mon site est en français, il s'adresse aux Français. Donc, mets-moi en priorité sur la partie Google France.
Alors ça se paramètre, on peut changer, etc. Mais par défaut, lui va comprendre que je suis sur la partie française. Donc s'il vous plaît, entreprise française, communiquez en .fr et enregistrez le .com pour vous protéger. Merci. XYZ. Voilà. C'est une extension générique qui a été ouverte il y a 10 ans. Aujourd'hui, est-ce qu'elle vous démarque? C'est ça la question. Est-ce qu'elle vous apporterait quelque chose d'avoir un nom de domaine en XYZ? Ça peut apporter un sujet, c'est que en fait, la démarche, elle est quand même importante. Si demain vous avez fait du business et que vous échangez avec des boîtes à l'international, c'est intéressant d'avoir les différents points X, org ou je ne sais quoi, qui puissent, entre guillemets, vous protéger contre d'éventuelles usurpations. Donc tout ça, après, c'est de la stratégie, de la tactique de défense. Ok, qui peut être intéressé à envoyer des mails en mon nom en se faisant passer pour moi? Si demain, vous avez votre boîte.com qui est sécurisée, mais votre boîte.org qui n'est pas sécurisée, ce serait dommage de recevoir ensuite des mails, que certains de vos clients reçoivent des mails se faisant passer pour vous. Ouais, ça à étudier. C'est pas forcément par là où on commence. Hein. Après, c'est une question d'investissement. Si j'ai 500 € à mettre par an, j'ai protégé 20 noms de domaine. Voilà. Je crois qu'on va arrêter là, mais vous pouvez continuer à discuter dans le couloir. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Merci pour la convivialité, la proximité des échanges et merci à tous ceux qui ont fait le trajet parce que je sais que c'était pas forcément évident de venir jusqu'ici ce matin ou hier soir. Bravo. Merci. Voilà.